On se retrouve donc ici sur toujours le chapitre 2 pour traiter de la médiation humorale. On rappelle que la médiation humorale, c'est celle qui va donc passer par les lymphocytes B qui vont produire des anticorps spécifiques de déterminants antigéniques sur les antigènes. Alors, petit 1, la mise en évidence de la spécificité des anticorps face aux antigènes. Je vous avais donc indiqué de voir la vidéo 5 qui était dédiée à ce TP, le test Douche-Terloni, ou la mise en évidence de la grande spécificité des anticorps. Alors on peut faire un petit rappel ici de ce qui se passe, donc ce qu'on fait, ce qu'on met en œuvre lors de ce test. Donc on a une petite boîte avec un gel d'agarose dans lequel on va découper des puits. Au centre, on va mettre une solution à tester et souvent en fait d'un sérum qui est censé contenir ou non des anticorps spécifiques, d'antigènes qu'on va disposer autour. Et on rappelle donc que l'existence, la présence d'un arc entre deux puits va donc signaler la présence d'un complexe humain, c'est-à-dire donc la présence d'anticorps spécifiques, d'antigènes. Voilà, donc c'est un test qui peut servir à tout un tas de choses, basées donc sur la reconnaissance spécifique de, de l'antigène par l'anticorps qui s'y fixe. Alors, petit 2, donc des récepteurs TCR et BCR proches, mais des reconnaissances fondamentalement différentes. Alors, on va revoir donc ici ce qu'il fallait comprendre donc ici, c'est le pourquoi en fait de la spécificité des anticorps. Et vous avez probablement vu donc dans la vidéo du TP3 qui utilise deux logiciels, logiciel de visualisation de modèles moléculaires en 3D, Rastop. Vous avez aussi LibMol, qui est totalement libre, que vous pouvez télécharger un LibMol et vous pouvez trouver ces molécules, toutes les molécules que vous voulez, qui existent sur le net, et qui passait aussi par le logiciel Anagen, c'est-à-dire d'analyse de séquences. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir en fait du pourquoi de l'extraordinaire pouvoir de reconnaissance d'un spectre très très large d'antigènes par les anticorps? Eh bien, on a découvert au cours du TP3 donc, que l'anticorps se compose de deux chaînes lourdes et de deux chaînes légères, et qu'à chaque fois donc, les chaînes lourdes et légères possèdent un domaine constant, qui est le domaine en bas, généralement, ici bleu clair et saumon, là, ici, et d'un domaine variable à l'extrémité supérieure donc, des chaînes lourdes en rouge et légères en bleu foncé. Donc il existe une partie constante et une partie variable. On a découvert dans le TP que cette variabilité des chaînes ici, cette variabilité en fait basée sur une variété différente d'acides aminés, puisque ces chaînes sont des chaînes protéiques, donc des enchaînements d'acides aminés, et bien les variations d'acides aminés que l'on constate à l'extrémité de ces chaînes va faire en sorte que elles vont pouvoir s'accrocher, se fixer à des déterminants antigéniques, ici en vert, de façon très spécifique. Voilà. Il faut rappeler que quand un antigène pénètre l'organisme, on répète qu'il y a avec lui, il porte avec lui plusieurs déterminants antigéniques, et ce sont ces plusieurs déterminants antigéniques qui peuvent être connus par des anticorps. Donc l'anticorps fixe l'antigène et fixe directement l'antigène. Je vous rappelle que ici, alors tant qu'on est au début de la réaction, on va le voir, par la suite, les anticorps sont portés par des lymphocytes B. Alors un lymphocyte B ne porte qu'un seul type d'anticorps. Il n'y a pas de diversité d'anticorps sur un lymphocyte. Il faut une diversité des lymphocytes B pour avoir une diversité d'anticorps. Alors on répète, ce lymphocyte B est capable donc de fixer via ses anticorps les antigènes, mais directement circulants. C'est les antigènes qui circulent dans l'organisme. On rappelle que, à l'inverse,
je l'ai mis ici pour rappel. C'est exactement la même chose. Alors, c'est pas exactement la même chose, donc justement pour les TCR qui, eux, sont ici et sont capables de détecter non pas un antigène circulant, mais un antigène qui a modifié le soi, hein, qui a modifié un serrage. Par contre, le principe moléculaire du récepteur TCR fonctionne hein, exactement comme l'anticorps, sauf qu'il n'y a que deux chaînes, et à l'extrémité de ces chaînes, ici, on a effectivement toujours aussi des parties variables, avec ce qu'on a appelé hein, dans le TP des domaines hyper variables. Et c'est le même principe, hein, le TCR en fait va montrer, hein, en fonction de la diversité des lymphocytes T, ces TCR vont montrer une diversité de récepteurs qui font qu'ils ont un très gros pouvoir hein, de se fixer hein, à des CMH modifiés pour tout un tas de modifications hein, sur un spectre très très large. Alors pareil, hein, un lymphocyte T ne possède qu'un seul type de TCR. Pour avoir une très grande variété de TCR, il faut un grand nombre de lymphocytes T qui les portent. Donc voilà, donc l'anticorps des lymphocytes B, qui est sur la membrane, là, est capable de se fixer directement à l'antigène grâce aux parties variables des chaînes lourdes et légères. Le TCR, lui, possède des chaînes qui sont variables à l'extrémité, mais ce TCR, lui, pour rappel, fixe, donc reconnaît un CMH modifié. Voilà, c'est ce que je vous ai rappelé ici. Hein. Les TCR reconnaissent le CMH modifié, alors que l'anticorps des lymphocytes B est capable de directement s'accrocher aux antigènes circulants. Alors, les étapes vont être les mêmes par rapport aux lymphocytes T, hein, concernant les lymphocytes B. C'est-à-dire que quand un LB est choisi par un antigène, on peut le dire comme ça, on peut dire aussi qu'il reconnaît un antigène grâce à son BCR, c'est la sélection clonale. Dans tous les LB présents dans l'organisme, seuls quelques-uns vont donc être sélectionnés par l'antigène, hein, puisque c'est eux qui vont porter les anticorps qui seront compatibles face à cet antigène. Le LB s'active, mais il attend un signal d'activation du LT4 qui a reconnu le même antigène à la surface d'une CPA grâce à son TCR. Une fois activé et après avoir reçu le message cytokine du LT4, les LB se multiplient activement. On a vu ça pour les LT, c'est la phase d'amplification clonale. Et ils se transforment en plasmocytes. C'est la différenciation. On avait vu que les LT4 se transforment en LT auxiliaires pour sécréter les fameuses cytokines, les interleukines. Nous avions vu que le LT8 se transforme en lymphocyte T cytotoxique. Ici, les LB vont se transformer en plasmocytes. Et qu'est-ce que c'est qu'un plasmocyte? Eh bien, c'est une cellule qui va produire une très grande quantité d'anticorps de même structure, puisqu'un LB possède un seul type d'anticorps. Donc, un LB, quand il se multiplie, quand il s'amplifie, le clone s'amplifie par mitose, hein, eh bien, on aura une très grande production d'anticorps de même structure. Et donc adapté à la lutte contre l'antigène spécifique, ou le déterminant antigénique, hein, partie de l'antigène. On parle d'anticorps monoclonaux, c'est-à-dire que ce sont les mêmes. Alors, ces anticorps neutralisent les agents, les antigènes libres circulant dans l'organisme et forment avec eux des complexes immuns. C'est la phase effectrice. Alors, reste que des phagocytes se chargent de l'élimination des complexes immuns, nous y reviendrons, hein, pour terminer, hein, là il n'y a que neutralisation, mais que deviennent ces complexes immuns? Et bien, on va voir que l'immunité innée hein, refait son entrée sur la fin du film, on va voir ça dans un instant. Alors, je vous ai mis ici donc des schémas hein, qui correspondent à ce qu'on vient de voir. Donc ici, quand on a un ensemble de lymphocytes B. Quand un lymphocyte B donc, a fixé un antigène qui circule, eh bien, il s'active. Ici, il va attendre le signal interleukine d'un LT4.
Et à ce moment-là, il y a amplification du clone, c'est-à-dire que ce LB-là va constituer, pareil, une petite armée de lymphocytes B qui vont se transformer. Alors ça, c'est la sélection clonale, l'amplification clonale et en différenciation qui vont tous se transformer en plasmocytes. Alors tous, non. On verra qu'il existe des lymphocytes B mémoire qui vont avoir une durée de vie relativement importante dans l'organisme, bon, et qui va porter ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. On reviendra là-dessus dans le dernier chapitre. Donc ce LB se différencie en plasmocyte. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plasmocyte? Alors on l'a déjà dit, c'est une cellule qui va produire un très grand nombre d'anticorps monoclonaux, tous les mêmes. Alors voilà un lymphocyte au microscope électronique tel qu'on... Alors on ne l'a pas observé comme ça, on l'avait vu nous en classe au microscope photonique, mais on avait déjà remarqué le noyau bien arrondi. Vous voyez qu'ici dans un lymphocyte, le noyau occupe une place très importante par rapport à l'ensemble de la cellule. Le rapport noyau cellule est relativement important. Quand on regarde un plasmocyte, on voit qu'il y a de grandes modifications pour passer de là à là. Déjà, le noyau occupe une place beaucoup moins importante. Ça veut dire que la cellule a grossi ici. Et elle a grossi pour faire place à quoi? Eh bien, à ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique rugueux. Ce sont ces petits sacs aplatis là que l'on voit là. Toutes ces rides dans la cellule là, correspondent en fait à des espèces de tuyaux dans la cellule. Et l'appareil de Golgi ici, c'est tout cet appareil avec ces petites vésicules et ces petits sacs aplatis aussi. Alors voilà, vous avez un schéma qui vous montre ça ici. Et bon, et de la première, il vous reste peut-être se souvenir que le réticulum endoplasmique rugueux, comme l'appareil de Golgi, sont des organites de la cellule qui sont spécialisés dans la fabrication, bien sûr, des protéines, qui assurent donc ici la traduction de l'ARNM en chaîne d'acides aminés. Et voilà comment, en fait, et ces anticorps, donc une fois produits ici, sont exocités par la cellule et les anticorps se répandent dans l'organisme via le sang et la lymphe. Et voilà comment donc ces cellules, ces lymphocytes B, deviennent des cellules spécialisées dans la sécrétion d'anticorps. Alors ici, je vous ai mis ces très très belles images là, au microscope électronique, qui permettent de grossir 500 000 fois, et ici 1 million de fois. Et 1 million de fois, c'est extraordinaire, parce qu'en fait ici, vous avez une visualisation de l'anticorps. On peut presque deviner les chaînes. Bon, on sait qu'il y a 4 chaînes, on les devine un peu. Et ici, très belle image donc d'un complexe humain, puisque vous avez les anticorps qui sont ici, et l'antigène fixé, polyfixé. Voilà, l'antigène est là, le déterminant antigénique est là, et les anticorps qui fixent chacun des anticorps fixe deux parties d'un antigène différent, ce qui fait que ça fait un complexe. Alors, quelque chose d'important, une fois qu'on a parlé des anticorps, la séropositivité à un antigène, ça correspond en fait à la production d'anticorps dirigés contre cet antigène. Quand on dit d'un individu qu'il est séropositif, ça veut dire que son organisme montre la présence d'anticorps qui sont dirigés contre un antigène spécifique. On peut être séropositif au virus de la grippe, au virus du rhume, à une bactérie du tétanos, etc. En fait, on est séropositif à tous les antigènes qui nous ont déjà infectés. Et pas seulement, donc, séropositif VIH. Puisque, en fait, le mot séropositif aujourd'hui a pris une connotation dans notre langage, puisqu'il est très lié, en fait, à la séropositivité VIH. La séropositivité, je répète, c'est un terme qui concerne donc l'apparition dans l'organisme d'anticorps dirigés contre un antigène qui vous a infecté, qui a infecté l'organisme. Donc, ce n'est pas un terme à réserver au virus du sida, le VIH.
Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, une fois que les complexes immuns sont formés, on les voit là par exemple, hein, voilà ça pourrait être une bactérie par exemple ici qui a été neutralisée hein, par tout un tas d'anticorps, ici aussi. Et que se passe-t-il et comment l'organisme va tout simplement se débarrasser de ces complexes immuns? C'est là que c'est très intéressant, c'est là que réinterviennent des acteurs de l'immunité innée. Ce n'est plus de l'immunité innée, mais ce sont ces acteurs qui réinterviennent. Alors regardez bien ce qui se passe. Vous avez des phagocytes qui possèdent des petits récepteurs de membrane qui sont capables de fixer la partie constante des anticorps ici. Et en fixant cette partie constante d'anticorps, ils activent un mécanisme qui fait que le phagocyte va tout simplement phagocyter l'ensemble du complexe immun. La suite, vous la connaissez, vacuole de digestion, hydrolyse hein, des molécules et destruction donc de ce complexe. Voilà comment en fait réinterviennent des acteurs en fait de l'immunité innée à la fin de l'immunité à médiation humorale. Et c'est ce que j'avais écrit là. C'est aussi une très belle illustration de la coopération entre réponses innées et adaptatives hein, acquises, à nouveau à la fin de la réponse adaptative. Ça veut dire que si on regarde ça d'un point de vue évolutif, c'est quand même extrêmement intéressant parce que chez énormément d'êtres vivants, donc on a une réponse innée, et chez les vertébrés, sur cette réponse innée, donc se greffe une réponse acquise grâce aux lymphocytes. C'est déjà donc un perfectionnement puisqu'il faut, que ce passage de témoins, cette transmission de témoins entre d'une part les phagocytes au départ et les lymphocytes soit assurée par la présentation de l'antigène, OLT, et à la fin, donc, on retrouve aussi un branchement hein, de plus avec donc, on le redit, hein, la réapparition hein, des phagocytes pour se débarrasser finalement de quelque chose dont l'organisme ne sait pas quoi faire, c'est-à-dire ces fameux complexes immuns. Il a bien fallu à un moment donné pouvoir trouver un mécanisme qui les détruit, qui les résorbe. Voilà. Donc, à partir de là, vous avez donc le bilan que je ne vais pas lire avec vous, hein, je pense que vous pouvez le faire sans problème. N'oubliez pas que ce cours a été changé, donc je vous demande de le recharger sur cours en ligne, hein, si vous avez l'ancien, il faut absolument prendre le nouveau, hein, celui-là qui correspond donc à la vidéo que je viens de faire. Alors, juste une chose hein, sur ce bilan, parce que je voudrais insister. Il y a une chose que vous avez compris, c'est que la réponse immunitaire ne peut pas se faire sans les fameux lymphocytes T4 qui jouent ce qu'on appelle un rôle pivot. Rien ne se passe sans son activation par les cytokines. Ça veut dire que ici, voilà, si les LT4 ne sont pas présents, eh bien le LB qui a reconnu un antigène circulant ou via ses anticorps ou les LT8 qui reconnaîtraient un CMH modifié via leur TCR, eh bien, ils ne pourraient rien faire. Et je vous le signale, hein, c'est un rôle très important, ce rôle pivot, puisque dans la maladie donc, du sida, quand le sida est déclaré, eh bien, ce virus, le virus du VIH, s'attaque justement au LT4. En fait, il décime la population de LT4, et au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, hein, moins il y a d'LT4, et bien, plus l'individu en fait, a une immunodépression, son système immunitaire intervient de moins en moins, fonctionne de moins en moins, les LB et les LT8 devenant inopérants. Voilà, il y a le bilan ici.
Et je vous ai mis ici donc la fin du bilan, les mots-clés. Et nous allons nous retrouver dans une autre vidéo pour un grand 4 qui explique la formidable diversité des gènes à l'origine de la multitude des BCR et TCR. Voilà, ce qu'on appelle le paradoxe génétique. Et on en aura terminé du chapitre, donc sur les 2 chapitres sur les réponses immunitaires. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une courte vidéo, hein. Ce sera une courte vidéo sur cette diversité-là, comment on peut expliquer cette diversité de séquences des acides aminés sur les TCR et les anticorps. A tout de suite.